Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Spécial Investigation. Ce soir, enquête sur des indignés, des fonctionnaires qui critiquent la politique de leur administration et qui en payent le prix fort. Leur carrière est parfois brisée, certains assument leurs propos, d'autres ont peur et ils préfèrent témoigner de façon anonyme. Colère, ras-le-bol, les flics aussi se mettent à parler. Leurs vidéos chocs diffusées en ligne ont créé le buzz. Il faut faire du chiffre, interpeller. Ce qui leur paraît totalement dingue, et à moi également, c'est qu'on est obligé d'avoir une espèce d'organisation hiérarchisée, structurée, clandestine, comme si on était des terroristes. C'est comme un mouvement de résistance armée, quoi. Juste pour parler. Parler, c'est dangereux quand on est fonctionnaire et donc soumis au sacro-saint devoir de réserve. On risque une réprimande, une sanction ou même une révocation. Nous avons suivi un prof, un général 3 étoiles et un gendarme qui ont décidé de dire tout haut ce qu'ils pensent. Cela leur a coûté très cher, leur vie en a été profondément bouleversée. En France, devoir de réserve signifie souvent obligation de se taire. Pourtant, cette chape de plomb n'est pas une fatalité. Aux États-Unis, la loi protège les fonctionnaires qui alertent l'opinion. Et dans plusieurs pays d'Europe du Nord, les soldats ne sont pas astreints au silence, comme en France. Ils ont même le droit de manifester dans la rue. La France est-elle toujours le pays de la liberté de conscience? Pas si sûr. Fonctionnaires, taisez-vous, c'est une enquête de Claude Ardide et Marie Brunerie pour Spécial Investigation. Ils sont fonctionnaires, enseignants, militaires, policiers. Ils ont brisé le silence et critiqué des politiques qu'en conscience ils ne pouvaient plus accepter. Leur hiérarchie les a sanctionnés. Nous chercherons à comprendre pourquoi. Un flic qui parle, c'est un flic qui risque de se faire virer. Il y a combien de gens dans la société qui sont prêts à perdre leur boulot en parlant? Si on bâillonne les fonctionnaires, si on bâillonne les agents publics, c'est toute la démocratie qui souffre. Je n'ai fait que parler de textes qui sont officiels, qui paraissent au journal officiel, qui sont des règlements, des circulaires qu'on trouve en ligne sur Internet. Je n'ai fait que les commenter, les critiquer et les contester. Nous irons aux États-Unis, là où les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, sont nés. Les lanceurs d'alerte, ce sont ces fonctionnaires qui alertent l'opinion sur les dysfonctionnements de leur administration. Aux États-Unis, ils sont structurés et protégés par la loi. Mais les procès sont longs et difficiles. Je suis une lanceuse d'alerte et je suis fière d'être une lanceuse d'alerte. Moi, j'ai été quand même marqué parce que le dernier acte de mes 38 ans de vie militaire, pendant lequel j'ai servi la France au mieux, a été de signer une punition. L'obligation de réserve existe aussi pour les fonctionnaires. La même. Sanction. Oui, mais enfin, c'est logique. On n'est pas, c'est pas un foutoir, un pays non plus. À Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, Bastien Casals est entré en désobéissance. Bastien Casals, c'est cet enseignant de maternelle de 35 ans qui a défrayé la chronique. Les réformes de l'éducation de la rentrée 2008, il les voit comme une transformation de l'école en entreprise. Pour lui, on casse le service. Il a donc choisi de devenir un résistant pédagogique. Il est prof, il a désobéi et il l'a fait savoir. Après avoir fait une formation d'ingénieur, un court passage dans le monde de l'entreprise, donc j'ai débuté ce métier que j'ai choisi par vocation. Et en fait, j'ai réalisé combien ce qui se jouait, ce qui se passait à l'école maternelle était fondamental. Mais petit à petit, j'ai pris conscience de l'évolution du système éducatif, des réformes qu'on lui faisait subir. Et puis ça s'est accéléré à la rentrée 2008. Là, vraiment, il y avait une espèce de paquet cadeau de réformes qui arrivait, qui me tombait dessus. Là, je sentais que je n'allais plus pouvoir répondre à ce qui m'avait amené à ce métier, c'est-à-dire être au service de tous les élèves, notamment les plus en difficulté. Ce que Bastien Casals se refuse, c'est d'abord le fichier base élèves. À la rentrée 2008, tous les directeurs d'école doivent remplir ce fichier centralisé de 59 questions. Nationalité des parents, langue parlée à la maison, beaucoup y voient un fichage ethnique et social des enfants. Autre réforme que Bastien Casals et plus de 3000 enseignants refusent d'appliquer, l'aide personnalisée.
Une mission jusqu'alors dédiée à des spécialistes. Avec la réforme, le soutien aux élèves en difficulté sera désormais assuré par les instituteurs après une journée déjà très longue. Des enseignants qui n'ont pas été formés pour cela. Donc le principe de rallonger le temps scolaire, c'est pas faire plus d'école qu'il faut, c'est faire mieux l'école. Et c'est pas en faisant faire un travail pointu aux enseignants généralistes dont je fais partie qu'on arrivera à remédier à la grande difficulté scolaire comme c'était annoncé lors de l'apparition de ce dispositif. Mais un fonctionnaire a des obligations, à commencer par celle d'obéir à sa hiérarchie. Face au dilemme, la loi contre son éthique personnelle, Bastien Casals a d'abord pensé démissionner. Et il a finalement choisi de se battre. Il a écrit sa colère à la plus haute instance, au président de la République. Ces réformes qui s'opposent à sa conscience, il ne les appliquera pas. Je suis en colère, proche de la révolte. Je ne peux plus me taire, je me dois de réagir. 26 mars 2009, premier coup de semonce. Ce jour-là, devant les députés, le ministre Xavier Darcos rappelle les désobéisseurs à l'ordre. L'affaire prend une dimension nationale. Moi, je crois que tout professeur doit donner l'exemple et qu'un professeur qui se vante de désobéir, il apprend à ses élèves que l'autorité est contestée, que la règle est faite pour être détournée et que le suffrage universel n'engage que ceux qui en acceptent le verdict. Un avertissement et des effets immédiats. Pour l'inspecteur d'académie de l'époque, Bastien Casals devait être sanctionné. C'est son successeur qui nous répond. Le fonctionnaire français a cette grande chance d'avoir un cadre très stable. Il y a des obligations qui vont avec, ça ne me choque pas. Et le fait d'obéir ne rend pas nécessairement idiot, je crois. J'estimais que je ne pouvais plus continuer ainsi, sans rien dire. Je ne me reconnaissais plus dans cette institution. Je ne voulais pas avoir à rendre de compte par rapport à ce qu'il m'a demandé de faire. Donc il était légitime, en plus pour d'autres aspects juridiques, de ne pas appliquer ces contre-réformes. Elisabeth Weissmann est professeure et journaliste. Cette résistance, elle lui donne un nom, la désobéissance éthique. Face à des ordres qu'ils considèrent illégitimes, les fonctionnaires n'auraient plus qu'un seul choix, désobéir. Les actions de désobéissance que les enseignants mettent en œuvre sont des actions, je dirais, c'est l'ultime recours. Parce qu'ils ont essayé les actions classiques, ils ont utilisé les modalités classiques d'action qui sont la grève, qui sont la manifestation. Mais tous m'ont dit, bon, alors on fait grève, on manifeste, et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Donc ils enrayent la machine, ils attaquent la machine à réformer en n'appliquant pas les directives. Et visiblement, ils sont suivis. Alors Bastien Casals parle. Son combat intéresse les médias et il devient un peu malgré lui le porte-drapeau d'un mouvement d'envergure nationale. J'ai toujours accepté de parler à la presse en espérant que de nouveaux parents seraient informés, sensibilisés, chercheraient à comprendre et s'inquiéteraient de ce qui se passe. Je vais aller voir ma mère, je dirais pas dû que je sois fils. Bonjour l'éducation, une émission proposée par Adrien Sommen. Quelle a été la réaction finalement de votre hiérarchie? En 6 mois, j'ai eu une douzaine de visites de mon inspectrice de circonscription, alors qu'on ne la voit en général qu'une fois tous les 3, 4 ou 5 ans. Pour vous donner des conseils, pour bien enseigner oui, ou plutôt absolument. Non, pour constater, c'était des visites à charge. Elle venait là pointer ce qu'on lui demandait de pointer. Alors ça, ce truc-là a été fait pour moi. Pour mes collègues, elles ont été laissées tranquilles, alors qu'elles faisaient la même chose. J'étais le seul à avoir été sanctionné, non pas parce que ce que je faisais, ce que nous faisions pendant ce temps d'aide personnalisée était incohérent ou inacceptable, mais parce que je l'avais dit au grand jour, j'avais écrit une lettre au président de la République et je continuais à répondre aux sollicitations médiatiques pour expliquer en quoi cette réforme était négative, néfaste et illégale. Merci beaucoup, Bastien Casals. Merci à vous. La décision est tombée en fin d'après-midi. Comme on pouvait s'y attendre, l'inspecteur d'académie de l'Hérault, Paul-Jacques Guyot, a démis Isabelle Huchard et Bastien Casals de leur fonction de directeur d'école. Cette médiatisation ne passe pas et il va le payer très cher. Il devient l'instituteur le plus sanctionné de France. Pour chaque demi-heure d'aide personnalisée non effectuée, c'est une journée de salaire entière qui lui est retirée. Donc j'ai ainsi perdu 12 jours de salaire alors que j'avais 12 jours de classe. Donc j'étais payé le mercredi et le week-end. Heureusement que j'ai ces temps-là pour être rémunéré. Pour la suite de l'année, j'ai eu 24 jours de retrait de salaire. En tout et pour tout, on lui retirera 2400 €. Près de 2 mois de salaire. J'ai eu ensuite le retrait, un blâme. J'ai eu ensuite le retrait de ma fonction de directeur par rapport à mon refus de renseigner mes élèves.
J'ai eu également un refus de promotion auquel j'avais droit en fonction de mon barème et de mon ancienneté. Et même eu, c'était pas vraiment une sanction, mais un ordre assez insolite de ne parler à aucun média pour tout sujet ayant rapport avec mes fonctions. Il y a eu un cumul de pression, répression, sanctions, déguisées parce que de leur point de vue ce ne sont que des mesures administratives, mais qui ont essayé de me faire taire, c'était le principal objectif, ce que je n'ai refusé de faire. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a des droits, et c'est quelqu'un qui a des obligations. Et parmi ces obligations, il y en a une qui me semble en quelque sorte incontournable. Et c'est celle-ci que M. Casals, parmi d'autres, souhaite contourner. C'est l'obligation de mettre en œuvre de manière effective la politique telle qu'elle est définie par le ministre qui l'a définie au nom du gouvernement, c'est-à-dire au nom de l'État. Je me suis retrouvé pas mal de moments seul face à représentants de l'administration qui venaient me relancer, me demander des comptes, etc. Mais ça m'a jamais pesé parce que je m'estimais tellement légitime dans ce que je faisais, j'étais tellement en accord avec moi-même, tellement en accord avec des valeurs qui me semblent fondamentales de notre République que je souhaite continuer à défendre. Selon lui, le rouleau compresseur de la hiérarchie n'a qu'un seul but, le faire taire. Mais il continue le combat. 22 septembre 2011, la justice lui donne partiellement raison en le réintégrant à son poste de directeur d'école. Mais d'autres sanctions sont maintenues. À Amiens, c'est un autre fonctionnaire qui a été puni pour avoir parlé. Le gendarme Jean-Hugues Matelli, ou plutôt l'ex-gendarme Matelli. En 2008, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur se prépare. La fusion de la police et de la gendarmerie est en discussion. Ce cadre de la gendarmerie, qui est aussi chercheur associé au CNRS, dénonce ce projet dans un article d'une revue spécialisée qui ne posera aucun problème. Au moment où Laurent Mukieli, Christian Moina et moi décidons de préparer ce texte sur le rattachement police et gendarmerie, on en parle, c'est quelque chose que en plus de mes confrères me disent, ça va, on y pense, ça va pas te poser problème. Je dis non, si on veille bien à mettre chercheur associé au CNRS, il s'est calé comme ça, a priori il n'y aura aucun souci. Mais la version grand public de l'article sur le site d'information Rue 89 ne passera pas inaperçue auprès de sa hiérarchie. Donc là, on est le 30 décembre 2008 et c'est le jour où on décide de publier Jean-Hugues Matelli, Christian Moina et Laurent Mukieli sur le site de Rue 89. C'est une tribune qui co-signe, qui concerne le rapprochement de la gendarmerie et de la police, qui est à l'époque dans l'actualité. Et donc il y a deux universitaires et Matelli, qui a donc ce double statut, qui décide de signer un texte. Évidemment, les deux autres ne seront pas inquiétés, sauf que Matelli est inquiété à partir de ce moment-là, et c'est le début de ce qu'on a appelé après l'affaire Matelli. J'en viens à cette mesure rarissime qui suscite déjà bien des réactions. Un chef d'escadron de gendarmerie, par ailleurs chercheur au CNRS, a été radié des cadres pour avoir critiqué le rapprochement police-gendarmerie. Une mesure très lourde prise par un décret du président de la République. En mars 2010, Jean-Hugues Matelli devient le premier officier radié à vie par un décret de Nicolas Sarkozy pour manquement réitéré au devoir de réserve. Le statut général des militaires affirme pourtant clairement leur liberté d'expression avec la réserve exigée par leur état militaire. Seulement voilà, cette réserve n'est définie nulle part. Jean-Hugues Matelli n'a violé aucun secret défense. Ce qui lui est reproché, c'est simplement d'avoir exprimé son avis dans la presse. Et donc le 25 mars à minuit, je cesse d'être un militaire de l'armée française, je cesse d'être un gendarme, etc. Le devoir de réserve des fonctionnaires, c'est quelque chose de flou. Et avant, il y avait une interprétation un peu plus souple de la part de la hiérarchie et que ça s'est radicalisé. Mais ça s'est aussi radicalisé parce que les réformes politiques se sont politisées, justement. Et donc, les réactions sont davantage subversives, si on peut dire, et à l'inverse, la réaction de la hiérarchie est plus ferme. Des tribunes, ce sont des prises de position personnelles, des points de vue sur la société, l'actualité, etc. Il faut vraiment avoir une perception assez paranoïaque, je pense, de l'histoire pour sanctionner un auteur de tribune. Surtout quand l'auteur en question est sorti major de l'école des sous-officiers, puis de celle des officiers. Il a une maîtrise de droit public et une de droit privé, un DESS, un DEA, un doctorat de Sciences Po. Il a toujours reçu les meilleures appréciations de sa hiérarchie. Et pourtant...
devoir de réserve est quelque chose de nécessaire. Il est évident qu'un fonctionnaire, qu'un militaire, ne peut pas tout dire, ne peut pas commencer à avoir des propos insultants, injurieux contre sa hiérarchie. Ça, c'est pas tolérable, bien sûr. Mais la différence à faire, c'est la participation au débat d'idées critiques. Et on est un des derniers pays parmi les grandes démocraties occidentale à avoir cette crispation, mon affaire est significative, de cette atrophie de la liberté d'exprimer et quelque part de réfléchir au sein de l'armée de la République. Bonjour Monsieur Cassis, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui, absolument. Alors, puisqu'il ne peut plus parler, cette affaire, il la raconte dans un livre. Évacuer la pression subie pendant des mois, informer l'opinion publique avant tout, ce livre, c'est sa dernière arme. Dans le livre, en fait, il y a forcément un côté cathartique, c'est-à-dire vraiment exprimer, évacuer un certain nombre de choses qui me pesaient sur le cœur, mais j'ai essayé de rendre surtout quelque chose d'humain, un témoignage de ce qui s'est passé, puisque c'est quand même une première historique dans l'armée de la République, et que cette question du devoir de réserve ne me paraît pas du tout résolue dans l'armée française et dans l'histoire de l'armée française, donc c'était important, mais dans le sens de témoigner. Nous avons contacté la direction de la gendarmerie. Elle a refusé de nous répondre. Nous avons donc rencontré celui qui avait signé le décret de radiation à vie de Martelly aux côtés du président de la République, l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Le cas Martelly, il nous dit ne pas bien s'en souvenir. Le gendarme Martelly, très franchement, j'ai plus de souvenirs très précis du dossier parce que je suis désolé de vous dire, mais vous-même, vous n'auriez peut-être pas une mémoire aussi précise des choses si vous aviez à gérer un ministère de la Défense avec 320 000 collaborateurs. Oui, mais vous n'êtes pas amené tous les jours à signer une révocation à vie de vos 320 000 collaborateurs. Je suis amené tous les jours à avoir à gérer des problèmes de personnes. Là, c'était une première historique. Ça n'était jamais arrivé qu'un officier de gendarmerie soit encore une fois radié à vie par un décret présidentiel. Voilà, c'est une première. Pour un militaire, exprimer son opinion peut s'avérer très risqué. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État, quand vous servez l'État, vous n'êtes pas chargé de remettre en cause le fonctionnement des pouvoirs publics. Vous n'êtes pas chargé de critiquer l'action des pouvoirs publics que vous êtes amené, dont vous êtes un des acteurs, en quelque sorte. Dans sa caserne d'Amiens, Jean-Hugues Martelly attend. Un cauchemar pour cet officier viré qui dure depuis près d'1 an. Il espère que sa demande d'annulation du décret de radiation présidentielle déposé au Conseil d'État lui sera accordée. Dans l'armée encore, cette fois, c'est un général 3 étoiles qui a brisé le silence de la Grande Muette. Ce haut gradé au sommet de la hiérarchie militaire, c'est Vincent Desportes. Ancien attaché militaire près de l'ambassade de France aux États-Unis et ex-directeur de l'école de guerre, il est aujourd'hui conseiller chez un grand constructeur français de blindés. Le 2 juillet 2010, il répond à une interview du Monde. Dans cet article, il déplore en termes mesurés l'alignement de la France sur la stratégie américaine en Afghanistan. C'est une guerre américaine. Quand vous êtes actionnaire à 1%, vous n'avez pas la parole. La formule, a priori anodine, ne passe pas auprès des autorités. L'état-major des armées et le ministère de la Défense sont furieux. Parler de la Grande Muette peut avoir des conséquences lourdes. J'ai eu une carrière militaire longue, j'ai été soldat pendant 38 ans et je pense que j'ai toujours été considéré comme un officier de valeur, sinon on ne m'aurait pas confié les différents commandements importants qu'on m'a confiés tout au long de ma carrière. Cette interview donnée à Nathalie Guibert a été publiée dans Le Monde daté du 2 juillet et le 1er juillet au soir, on m'a fait savoir que le chef d'état-major des armées n'avait pas apprécié mon intervention et qu'il me recevrait pour me le faire savoir. Le général Desportes a exprimé une opinion personnelle que je trouve malvenue et insuffisamment argumenté. Quand il dit c'est une guerre américaine et que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas aussi puissants que les États-Unis, n'ont pas le droit. Je m'inscris totalement en faux avec une telle affirmation, connaissant de l'intérieur la façon dont sont prises les décisions. Au fond, ce que je voulais dire, et ce qui était l'idée générale de cet article, c'est qu'il y avait au moment, à ce moment-là, et cela avait valu la relève du général McChrystal, un divorce entre la stratégie américaine appliquée sur le terrain et les tactiques employées.
et j'ai utilisé une formule qui a déplu, j'ai dit que c'était une guerre américaine. Est-ce que vous avez été sanctionné par le ministre de la Défense, Hervé Morin? Écoutez, je crois que les choses sont bien connues dans la presse. Oui, j'ai effectivement été sanctionné par le ministre. Desportes, voilà, et il avait outrepassé, à mon sens, voilà, ce qu'on peut attendre d'un général en exercice évoquant la politique d'un pays allié. Voilà. Je pense, pour ma part, que je n'ai pas outrepassé mes droits. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je crois être un officier responsable. On n'arrive pas au grade que j'ai eu, aux responsabilités que j'ai eues, sans être un officier responsable. C'est bien comme ça que j'ai été considéré, je crois, tout au long de ma carrière. J'ai aussi été considéré comme quelqu'un qui avait des idées, qui les exprimait. J'ai écrit de nombreux ouvrages, j'ai prononcé des dizaines et des dizaines de conférences, j'ai écrit de nombreux articles, parce que je crois à cette nécessité de la pensée critique. Aujourd'hui retraité de l'armée française, il revendique plus que jamais son droit à l'expression, même si en langage très officiel, il a reçu une réprimande du ministère de la Défense. Les militaires français ne sont pas des fonctionnaires comme les autres. Ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Qu'en est-il chez nos voisins européens? C'est en Suède que nous sommes allés trouver la réponse. Avril 2011, Stockholm. Congrès d'Euromil, l'organisation regroupant les syndicats et les associations de défense des droits des militaires européens. Emmanuel Jacob, président du syndicat belge et d'Euromil, s'inquiète de la situation française. La France est l'un des plus gros pays de notre groupe où le droit de s'associer n'est toujours pas reconnu aux militaires. Ça fait des années que je me préoccupe de la situation française. Il n'y a pas de partenaires sociaux officiels pour eux dans le système, et ça, c'est un vrai problème. C'est au nord de l'Europe que les militaires ont le plus de droits, à commencer par celui de se syndiquer et de manifester. Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède. Leur liberté de parole ne semble poser aucun problème, comme lors de cette manifestation aux Pays-Bas en février 2011. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une manifestation aux Pays-Bas et des militaires en uniforme y participaient. Les médias leur demandaient leur opinion et ils se sont exprimés. Et je ne crois pas du tout qu'il s'agisse là d'insubordination. Ils ont parlé en tant qu'être humain et il n'y a eu aucune réaction négative de la part du ministère de la Défense. À la pointe de la liberté des militaires, le Danemark. Il est tout à fait exact de dire que le Danemark est à la pointe dans ce domaine. On a une très vieille tradition syndicale au Danemark. Et depuis une trentaine d'années, les militaires ont exactement les mêmes droits que les autres fonctionnaires. Le droit de se syndiquer, la liberté d'expression, le droit de manifester. On a des troupes en Afghanistan qui se battent dans le sud du pays, dans la province du Helmand, dans des combats extrêmement durs, et en même temps, ils peuvent faire valoir tous leurs droits. Chaque jour, on contredit le fait que si on leur donne des droits, ça va nuire à la cohésion. Progressisme des pays du Nord qui ont bâti leur modèle de société sur le compromis et le dialogue. La parole des militaires y est même encouragée. En France, l'ADEF Dromil, l'association de défense des droits des militaires, animée par des militaires à la retraite et tolérée par les autorités, s'inquiète du malaise au sein de l'armée française. L'une des raisons, l'impossibilité de se syndiquer et de s'exprimer librement. Il y a une sorte de contrainte de la pensée doctrinaire. On n'aime pas que des militaires aient des idées divergentes, je dirais presque dissidentes, de la pensée officielle. C'est le règne de la pensée unique. Les blogs et les forums sont actuellement l'un des rares lieux où les militaires peuvent s'exprimer avec un relatif anonymat. Colère, ras-le-bol, les flics aussi se mettent à parler. Leurs vidéos chocs diffusées en ligne ont créé le buzz. Il faut faire du chiffre, interpeller. Je suis même pas sûr qu'à la SPA, il faudrait mettre sérieusement un chien dans nos cellules. Alors nous, on est obligé de mettre des gens.
Et ce qu'il y a de plus simple à faire sur Paris pour faire du chiffre, c'est du sans-papier. Donc on va dans les quartiers, on sait qu'il y a du sans-papier, on contrôle ce qu'on suppose être un sans-papier, s'il est sans-papier, on embarque et à la fin, on fait un TG, on dit super, 2 interpellations. Mais s'exprimer quand on est policier peut s'avérer très risqué. Face aux menaces, ils dénoncent à visage caché les dérives de leur service. Pour Marc Louboutin, le temps de l'omerta, c'est fini. Après 20 ans de service dans la police, il a fini par démissionner. Un flic qui parle, c'est un flic qui risque de se faire virer. Il y a combien de gens dans la société qui sont prêts à perdre leur boulot en parlant ? Le devoir de réserve, au départ, c'est protéger le secret des enquêtes, ça part du secret professionnel. Ça intègre également l'idée de ne pas porter préjudice à l'administration. Cette dernière partie, qui n'est pas la plus neutre, est devenue administrativement juste l'obligation de se taire par rapport aux conditions de travail. C'est aussi simple que ça. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec l'un des policiers qui a participé à ces vidéos. Une enquête de la police des polices est actuellement en cours pour les identifier. Je sais que je prends des risques en intervenant dans les vidéos par rapport au devoir de réserve, mais je suis quelqu'un qui est en phase avec lui-même, donc je reste toujours en phase avec mes idées, sinon après ça sert à rien de se regarder dans la glace. J'ai envie de dire, le fonctionnaire de police qui se tait, c'est l'excellent fonctionnaire. C'est le mieux noté. Il faut pas réfléchir chez nous. Si on réfléchit trop, on va déranger. J'ai participé à certaines vidéos qui dénonçaient certaines façons de faire que je trouve malhonnêtes. Vis-à-vis des chiffres, il y a pas mal de trucages. On peut soit donner carrément des faux chiffres. Je l'ai déjà vu, des collègues qui devaient comptabiliser des véhicules volés de l'année. Et le patron, en apprenant le chiffre, ça lui plaisait pas, il a dit bon, on va baisser, on va mettre tant. Il y a un discours politique aujourd'hui qui a axé depuis 2002, la sécurité est toujours sur l'avant-scène. Et puis, ce qu'ils dénoncent, c'est que tout ça, c'est du flan, quoi. C'est du flan. Eux, ils n'ont pas de bagnole pour bosser, ils sont de moins en moins. On a très peu de moyens, les véhicules sont dans un état déplorable. Et ce qui me révolte aussi, surtout, c'est vraiment cette façon qu'ont les politiques et le gouvernement de vendre du rêve aux citoyens en disant « nous faisons mieux ». Ils prennent en fait la sécurité en otage, au lieu de laisser la police vraiment pouvoir travailler plus aisément sans imposer de chiffres, en ayant plus d'initiatives pour régler vraiment les problèmes où ils se trouvent. On a vraiment une hiérarchie gouvernementale pesante, mais quand je dis pesante, c'est le mot est faible. Notre hiérarchie directe et indirecte, plus ça monte, plus ils ont les chocottes. Ils ont peur de se faire taper sur les doigts par un préfet, par un ministre, par un directeur de cabinet, ils ont peur. Dans la mesure où on impose un quota de PD, que ce soit du terroriste ou du TAVR, un fonctionnaire de police, son appréciation, il peut se la mettre de côté. Il faut absolument qu'il ramène un certain nombre de chiffres, donc il verbalise tout ce qui bouge. Ce qui leur paraît totalement dingue, et à moi également, c'est qu'on est obligé d'avoir une espèce d'organisation hiérarchisée, structurée, clandestine, comme si on était des terroristes. C'est comme un mouvement de résistance armée, quoi. Juste pour parler. C'est la politique de la terreur chez nous. Tout le monde a peur. Faut pas sortir du cadre. Celui qui sort du cadre, on va le crucifier. S'ils attrapent quelqu'un qui dénonce, qui brise son devoir de réserve, c'est clair que ils vous en feront un exemple. Je crois que par rapport au devoir de réserve, ce que risquent de faire les flics, soit ils vont devenir réellement fonctionnaires, à savoir appliquer les ordres et s'en foutre, et attendre que ça se passe, ou soit, comme me l'ont dit beaucoup, ils m'ont dit écoute Marco, nous on n'est pas particulièrement d'extrême droite, tu vois, mais personne nous écoute. Donc aujourd'hui, les seuls qui semblent être perméables à notre vie, à notre vécu, c'est le Front National. Et s'il faut qu'on leur donne des éléments pour que même les choses avancent dans la caricature, si c'est la seule chose qui nous reste, on va lui filer les notes de service à Marine Le Pen. On va lui filer les instructions. On va lui dire exactement comment on travaille.
Mais pour eux, c'est déjà un constat d'échec. Et moi, c'est une chose qui me désespère parce que ça veut dire que réellement, on a échoué et que les imbéciles, je pèse mes mots à dessein, les imbéciles qui empêchent les policiers de s'exprimer et les triples imbéciles qui ne veulent jamais les écouter sont les véritables responsables de la situation dans laquelle on est. Nous nous rendons aux États-Unis. On nous avait parlé de ces fameux whistleblowers, que nous appelons lanceurs d'alerte. Des fonctionnaires qui dénoncent les dysfonctionnements de leur administration. Là-bas, ils sont protégés par la loi. À Washington, ils sont défendus par les meilleurs avocats, comme Stephen Cohn, directeur du NWC, le Centre national des lanceurs d'alerte. Lancer l'alerte, c'est le droit pour un employé de dire la vérité au public au sujet de fautes commises au sein de son administration. C'est la base même de la démocratie. Et on a des décisions de justice ici aux États-Unis. Il y a un grand nombre de lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Le plus important, c'est notre Constitution et son premier amendement qui protège la liberté d'expression. D'ailleurs, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit des citoyens de s'exprimer. Le NWC en a fait